Bonjour, donc je vous fais un petit débrief du live que j'ai réalisé là ce soir avec des super personnes qui ont fait le plaisir de partager ce moment avec moi. Cependant, il y a un petit souci d'enregistrement, donc je vous fais un résumé pour ceux et celles qui voulaient participer et qui n'ont pas pu se rendre disponibles. Donc tout d'abord, j'ai parlé de mon bilan sur la mesure d'impact social. Finalement, qu'est-ce que j'en retire? Une première chose, c'est que l'impact social, en fait, c'est profondément aussi de l'impact individuel. C'est comment j'arrive à changer concrètement quelque chose pour une personne. Comment je crée un déclic en elle, je crée une réaction en elle, que ce soit émotionnelle, psychique, et qui lui va faire qu'elle va se lancer dans un nouveau parcours, qu'elle va changer la trajectoire qui était la sienne. Alors c'est pas uniquement le déclic, mais ce déclic est nécessaire quand même dans ses attitudes, ses comportements, ses manières de voir le monde, les manières de se voir elle aussi. Et puis aussi, c'est aussi matériel, c'est quand même lui partager des compétences, des ressources, des capacités, un décodage du monde autour d'elle pour qu'elle puisse continuer d'avancer. Et donc cet impact individuel, de mon côté, j'ai identifié 10 ingrédients qui peuvent favoriser l'impact individuel. Quand on est un programme qui accompagne des personnes en situation de vulnérabilité ou d'inégalité sociale du fait d'origine, de lieu, de quartier, de situation familiale, de revenus, etc. Donc j'ai surtout parlé de ces projets-là. Et donc pour moi, de tous les projets que j'ai évalués, que j'ai côtoyés, il y a 10 ingrédients qui vont favoriser cet impact individuel et puis par la somme des impacts individuels créer de l'impact social. Je parlais de l'impact social plus systémique juste après. Donc, une première chose à retenir, c'est-à-dire que à l'époque, au bout d'un moment, quand je voyais ça dans un projet, je savais déjà à peu près au démarrage de la mission que le projet fonctionnait bien. Voilà. Donc c'est pas à dire que j'avais les résultats avant que l'étude démarre. On ne sait jamais, il peut y avoir des surprises, mais c'était plus favorable s'il y avait ces ingrédients suivants. Un, c'est de partir de là où les personnes sont véritablement. Donc ne pas projeter sur elles leurs besoins, mais voir où elles sont, c'est quoi leur propre désir de changement, c'est quoi la propre capacité de changement, et concrètement, c'est quoi la situation autour d'elles, voilà. Et qu'est-ce qui est possible de faire avec cette situation à date. C'est important, parce que on ne peut pas amener une personne du point A au point B si elle n'est pas au point A, en fait. Voilà, c'est une façon d'imaginer les choses, d'imager les choses. Deuxième chose, changer une vie avec une rencontre ou un atelier, c'est un peu compliqué. Donc ça n'a pas zéro effet, les ateliers d'immersion, d'initiation, etc. Il peut y avoir un effet graine, un effet choc, pourquoi pas. Mais fondamentalement, on accompagne un changement durable dans une personne si on l'accompagne dans la durée, de manière relativement fréquente ou de manière intense. C'est-à-dire qu'il faut prendre, il y a du temps nécessaire aux choses. Donc c'est nécessaire. Et c'est là où oui, ça peut aussi demander de l'argent et du financement. Mais oui, on ne peut pas prétendre changer la vie d'une personne si on fait ça avec des bouts de ficelle et sur un temps très court, parce que y a que ça comme budget. On aimerait bien, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne vraiment sur le terrain. Une autre force, c'est vraiment d'être dans un projet, c'est d'être clair sur les rôles et répartitions de chacun. Enfin, c'est même comme dans les projets globalement, en équipe de salariés, qu'est-ce qui fait que ça va fonctionner ce projet-là, en équipe de consultants. C'est un peu la même chose avec une personne qu'on accompagne, ou un groupe d'élèves, ou d'enfants, ou d'adultes qu'on accompagne dans une situation particulière en collectif. Ou si nous-mêmes on est seuls ou à plusieurs, c'est qui fait quoi, qui a quel rôle, qui a quelle responsabilité. Et ça peut changer, ça peut évoluer. Sinon, ça crée du flou. Et ça crée de la stagnation où on fait à la place des autres et puis ça s'agrippe et puis c'est pas agréable, etc. Donc vraiment la clarté des rôles de chacun, c'est très précieux. Même si ça peut se redéfinir et redéfinir, bien entendu. Ne pas se limiter à la raison pour laquelle les personnes sont là. Elles sont là parce qu'elles ont une situation discriminante, on va dire ça par exemple, ou parce que, par exemple, il y a un problème de décrochage scolaire pour une personne, un problème de chômage longue durée, un souci d'accès au logement, difficulté à s'exprimer, par exemple, à exprimer un projet ou à prendre la parole en public, par exemple. Ça va être la cause prétexte
mais souvent, la cause racine, elle peut être autre ou elle peut être multidimensionnelle. Donc c'est toujours plus favorable les projets avec une approche globale. Ça ne veut pas dire que le projet va intervenir sur tout, mais il doit comprendre la personne dans son ensemble, dans son système. Et que si la difficulté, elle semble être scolaire, en fait, elle est peut-être liée à un problème de diagnostic qui n'a pas été posé, ou un problème de relations sociales avec les camarades, etc., ou un problème à la maison, donc avoir une approche globale et ne pas se focaliser sur la raison première apparente qui fait que la personne doit être accompagnée. Et potentiellement, on n'est pas la bonne structure dans ces cas-là. S'il y a un problème de décrochage scolaire, mais que derrière c'est un problème de santé mentale, et c'est là où tout le rôle de la réorientation trouve sa place. Un autre ingrédient, c'est d'outiller les personnes. Concrètement, en fait, c'est bien les discours, c'est bien la théorie, mais il faut de la mise en pratique, il faut de la mise en action, il faut des choses concrètes, que la personne s'approprie le savoir du sachant en face. Je suis une travailleuse sociale, je suis une bénévole, j'ai une certaine expertise sur quelque chose que je veux transmettre à la personne, et il faut qu'il y ait une transmission, sinon la personne ne pourra pas être autonome, et on continuera à faire pour elle. Alors, pour certaines personnes, dans certaines situations, c'est nécessaire, cette compensation, ce travail-là. Pour d'autres, il faut lâcher, il faut donner les outils et il faut encourager l'action par soi-même. Un autre ingrédient, c'est un peu long, je suis à l'ingrédient numéro 6 sur 10, c'est aider à décoder. Le monde, c'est pas un monde de bisounours, où il y a des bisounours, mais il faut savoir les repérer. Donc le monde de l'entreprise, la société, les démarches administratives, il faut donner des clés de compréhension de tout ça aux personnes, mais aussi comment fonctionne l'humain, sur le fonctionnement des émotions, par exemple, comment fonctionnent aussi les dérives vers la violence, le racisme aussi, voilà. Donner des clés de compréhension, des outils concrets, mais des aides au décodage pour permettre de trouver des repères et trouver son chemin au milieu de cet univers un peu complexe et pas toujours très, très favorable. 7e ingrédient, faut accompagner le passage à l'action, mais pas une fois en fait, il faut aussi renforcer le passage à l'action. Quand on apprend un nouveau sport, et c'est pas du jour au lendemain qu'on devient fort dans ce sport. Il faut faire, refaire, voir faire autrement, etc. Donc c'est pas une fois que la personne a fait que c'est bon, c'est fait. Il faut accompagner, renforcer le passage à l'action, il peut y avoir des retours en arrière, exact. Et donc s'assurer de partir quand les acquis sont acquis et pas trop tôt. Ça renvoie au 8e point, c'est quand on accompagne des personnes, c'est d'être fiable et d'aller au bout des choses. Souvent, c'est des personnes quand même, je généralise un peu, il y a des personnes, j'aime pas trop ça, mais quand même, c'est des personnes qui ont été trahies ou déçues, que le système a rejeté, qui sont un peu à fleur de peau, complètement refermées sur elles-mêmes d'ailleurs pour se protéger. Et donc, quand on fait des promesses, il faut les tenir. Et pas vendre du rêve et ne pas être fiable derrière, parce qu'eux, ils s'engagent dans la relation. S'ils s'engagent dans la relation, il faut être là derrière. Je sais que c'est un enjeu sur le bénévolat aussi, et qui peut être très prenant pour certaines personnes. Mais quand on s'engage dans une relation de mentorat, du tutorat par exemple, il faut être clair que c'est un engagement sur un certain nombre d'heures, de durée, etc. Et être fiable pour pas justement que la personne reparte encore plus en arrière et que l'effet négatif soit plus fort finalement que les effets positifs. Et aller au bout des choses. Alors là, on est très, très abordé dans l'outil que j'ai beaucoup promu ces dernières années, l'étoile de progression. C'est qu'il y a des étapes du changement. Donc les étapes du changement, l'étoile de progression, c'est 1, la situation est bloquée. 2, on a envie de changer les choses, mais on ne sait pas comment faire. 3, on essaye des choses, on tâtonne encore. 4, on est dans la phase d'apprentissage. Et 5, on est dans la phase d'intégration, de stabilisation, d'autonomisation. Si on part trop tôt, c'est possible, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les acquis ne restent pas et qu'il y ait des choses qui étaient encore à travailler et qui sont abandonnées en cours de route et que ça crée des fragilités au final. 9, ne pas forcer. Quand on veut forcer le changement chez quelqu'un, on est quand même sur de la matière humaine, donc souvent il y a une réaction de rejet, puis ça n'a pas fonctionné, puis ça va créer de la frustration de la part de tout le monde ou des systèmes de domination dominants.
Et voilà, être forcé de remise en emploi quand la personne n'est pas prête, il y a peu de chances pour que ce soit durable. Donc ne pas forcer absolument, vouloir convaincre, vouloir que la personne fasse. Donc voilà. Et puis ne pas forcer si un projet ne fonctionne pas, et il ne fonctionne pas. Il faut savoir l'admettre et mettre les moyens sur autre chose. Donc être force de conviction, être dans l'intention, être là, discipliné en quelque sorte, mais pas imposer, forcer. Voilà, ça fonctionne pas trop bien. Ou un peu dans la douleur. Et 10e point, c'est sur comment s'assurer d'avoir un impact individuel au maximum. C'est de rester dans une relation d'humain à humain. On n'est pas des robots, on est pas, voilà. Et donc, les personnes seront d'autant plus touchées qu'on met un peu de soi dans la relation, qu'un peu de cœur dans la relation. Et c'est là où la confiance va se créer, la sincérité, l'authenticité. Parce que pouvoir changer la personne en face, il faut qu'elle soit en confiance et qu'elle puisse elle-même accéder à sa propre authenticité et pas juste un changement de façade. Et donc, il faut faire ce jeu-là aussi de se montrer un peu tel qu'on est, même si on est dans une posture professionnelle. L'idée, c'est pas de raconter sa vie et de s'épancher, mais c'est donner un petit peu de soi. Et c'est comme ça aussi qu'on sera aussi nourri de la relation à l'autre. Je parlais des relations tutorat tout à l'heure, ça peut être des relations magnifiques, de personne à personne, d'égalité, où on apprend autant que qu'on donne et qu'on apprend à l'autre. Donc voilà. Et puis relations d'humain et d'humain, c'est-à-dire que quand on accompagne les personnes dans leur vulnérabilité, ça touche aussi nos propres vulnérabilités et ça peut créer aussi des fatigues, etc., un besoin de prendre soin de soi. Donc assez classique, pour bien prendre soin des autres aussi, prendre soin de soi pour que ça puisse être positif pour tout le monde et pas créer un impact positif pour l'autre, et en même temps c'est de créer pour soi-même un impact négatif. Voilà en résumé quelques ingrédients qui peuvent favoriser un impact individuel quand proactivement on veut créer un programme qui va aider le changement de parcours de personnes. Un autre sujet qu'on a abordé tout à l'heure, c'était aussi l'impact systémique. Alors, il y a des groupes de travail qui existent sur ce sujet ces derniers temps, un peu de la littérature qui sort, et c'est super, et c'est hyper clé. Alors, un premier point sur l'impact systémique, c'est le financement, puisque les projets que j'ai décrits tout à l'heure avec ces ingrédients de succès, ils coûtent cher. Et si ces structures, elles perdent du temps, à aller chercher 30 fois 30 000 euros, etc., à s'épuiser, à redoubler des financements, à convaincre un tel et un tel en fonction des critères d'un tel et d'un tel. En fait, il y a un temps perdu énorme, en fait. Donc, effectivement, tous ces programmes de financement partagé, collective impact aussi, on parle de ça aussi, puisque les programmes qui peuvent fonctionner à l'échelle individuelle, c'est pas forcément porté par une structure, ça peut être plusieurs structures qui agissent auprès d'un même public. Mais les financeurs aussi, voilà, quand il y a des projets bien pensés, avec une grande intelligence d'ingénierie de projet, de compréhension des publics cibles, d'appréhension de cette complexité en fait, pour permettre ce changement de trajectoire souhaitable pour les personnes accompagnées. Les projets comme ça, ils demandent des financeurs qui ont le même niveau d'intelligence et de vision globale, et qui sont prêts à financer à plusieurs sur des gros montants, de manière de 3 ans de financement, pour permettre à ces pépites, à ces Rolls-Royce de l'impact de se déployer. Et après, il y a un retour sur investissement. Je suis Madame SROI, j'étais Madame SROI pendant une époque. Voilà, il vaut mieux bien investir, créer plein d'impact, que des déperditions d'argent, etc. Et avec une vision qualitative des projets. Alors, il y a le quantitatif, c'est-à-dire qu'il y a des mesures d'impact qui prouvent que tel projet, en échange sur telle variable, va créer tel changement. Mais souvent, les projets qui prennent vraiment en compte la complexité humaine et toutes les dimensions qui vont permettre de créer cet impact individuel, ils ne sont pas forcément les plus faciles à évaluer, avec leurs multivariables, même si c'est possible. Mais donc, il faut avoir aussi cette capacité à analyser un projet en disant avec tout ça, il y a de fortes chances pour que ça fonctionne. Et avoir confiance aux équipes, aux porteurs de projets qui viennent vous défendre leur vision de comment ils font accompagner les personnes. Souvent, ils savent ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Voilà. Et il y a trop d'entrepreneurs sociaux et trop de directeurs d'associations et trop de directeurs de services qui sont épuisés, fatigués de devoir convaincre
qu'il faut faire les choses bien pour accompagner les personnes vulnérables. C'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a aussi un peu désespérée ces dernières années. C'est de voir à quel point des gens merveilleux, avec des projets bien pensés, perdent leur temps, leur énergie, leur foi à devoir convaincre sur des critères, rendre des comptes sur des critères qui sont ni fait ni à faire. Je peux me permettre de le dire, c'est ça. Donc voilà. Et sur l'échelle systémique, donc il y a la question du financement et la question aussi politique. Donc ça, je l'ai un peu abordé, mais un petit en boutade, c'est qu'on est tous citoyens, voilà, qu'on s'investisse ou pas dans la citoyenneté. Quand on s'investisse pas, c'est un choix citoyen aussi de ne rien faire. Donc voilà, l'échelle systémique, c'est aussi le positionnement politique, et pas uniquement par le vote, même si c'est important d'aller voter, mais aussi par les valeurs qu'on promeut, les valeurs qu'on incarne, les actions qu'on met en place. Et puis il faut rien lâcher, quoi. Ne rien lâcher, le temps, être sur le temps long, potentiellement à plus de l'échelle d'une vie, pour que le monde dont on rêve advienne, parce qu'il finira par advenir si on ne lâche rien. Et même si des fois on se sent un peu isolé, un peu seul, à avoir certaines convictions et qu'on est trop noyé par les news qui nous disent, qui peuvent être désespérantes, mais non, il faut continuer. Voilà sur l'impact systémique, c'était une partie du live de ce soir, c'était là-dessus. Ensuite, alors je fais une mini pause pour prendre de l'eau, je reviens.